C'est l'une des présentatrices vedettes de CNN International. Elle parle anglais, français et arabe. Elle a été correspondante au Moyen-Orient. L'invitée de Parole du Monde cette semaine est la journaliste américaine Alla Gorani. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 23 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, vos trois rendez-vous à suivre sur Public Sénat, le 18 h. Et parmi nos invités, Hervé Mariton, qui fut ministre de l'Outre-mer dans les derniers mois du gouvernement Villepin. Et il réagira aux propos controversés de celle qui occupe son poste aujourd'hui au gouvernement, Marie-Lise Panchard. Elle a déclaré ne vouloir servir qu'une population, celle de la Guadeloupe, et les appels à sa démission se multiplient. À 18 h 30, leader, Gérard Bonos recevra Jean Azéma, le directeur général de Groupama. À 19 h, face à nous, l'invité sera Jean-Marie Le Pen. Tout de suite le journal. Le 18 h, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mercredi 17 février. La visite de Nicolas Sarkozy aux Haïtiens pour affirmer la solidarité de la France afin de reconstruire le pays. Il annonce une aide de 326 millions d'euros. Des hamburgers halal et rien d'autre, une dérive communautariste de la chaîne de restauration rapide Quick, dénoncée à gauche comme à droite. Reportage dans ce journal à Argenteuil. L'UMP et le PS progressent et sont au coude à coude au premier tour des élections régionales. Selon l'IFOP pour Paris Match, Europe Écologie distancée, le MoDem recule encore. Enquête sur la vague de défection dans le parti de François Bayrou. L'ampleur du séisme du 12 janvier dernier a amené pour la première fois un président français à fouler le sol haïtien, une courte visite de Nicolas Sarkozy, au cours de laquelle le passé colonial n'était pas au programme. Le président René Préval avait d'emblée tenu à souligner que son pays avait surmonté la période difficile de la colonisation. L'urgence, c'est la reconstruction du pays. Nicolas Sarkozy a évoqué l'histoire partagée des deux pays pour souligner que la France sera à la hauteur de ses responsabilités. La France sera à la hauteur de ses responsabilités, de son histoire partagée, de son amitié avec Haïti. Mais à ceux qui tirant argument du dénuement actuel des Haïtiens caresseraient l'idée d'une tutelle internationale sur Haïti, je veux dire sans ambiguïté que le peuple haïtien est meurtri, que le peuple haïtien est épuisé, mais que le peuple haïtien est debout. L'aide internationale devra être massive, devra s'inscrire dans la durée, mais c'est aux Haïtiens et à eux seuls de définir un véritable projet national. Allusion à peine voilée à la présence massive des États-Unis et de leur aide, bien sûr, en Haïti. Notons que le chef de l'État a quitté Haïti et il fera étape ce soir à la Martinique, accompagné de sa ministre de l'Outre-mer, qui se retrouve au cœur d'une polémique. Marie-Lise Panchard a en effet affirmé samedi soir, lors d'un meeting à la Guadeloupe, sa région d'origine, qu'elle n'avait envie de servir qu'une seule région, celle de la Guadeloupe. Les socialistes demandent sa démission. François Fillon lui apporte son soutien, dénonçant une phrase sortie de son contexte. Pour Patrick Balkany, proche de Nicolas Sarkozy, Marie-Lise Panchard doit être virée du gouvernement. Dans un instant, la réaction de notre invité Hervé Mariton. Des hamburgers avec du bœuf provenant de bêtes abattues selon le rite musulman, de la dinde fumée à la place du bacon. L'enseigne Quick a décidé d'expérimenter 8 restaurants 100% halal. Le maire socialiste de Roubaix menace de saisir la HALD pour discrimination. Pour l'UMP, Xavier Bertrand dit ne pas apprécier ce qui ressemble à du communautarisme. Le reportage de Flora Sauvage dans une enseigne concernée à Argenteuil. La fichette est discrète, mais l'information a vite circulé. Depuis 2 mois, 8 restaurants Quick ont banni le port de leur menu. À Argenteuil, en région parisienne, tous les sandwichs sont certifiés halal, une aubaine pour la communauté musulmane de la ville. Quand on va dans les fast-foods, on mange, moi je prends des menus avec du poisson, parce que justement la viande n'est pas halal et par ma culture musulmane, je ne prends pas de ce qui n'est pas halal en fait. Depuis que la viande est certifiée halal, ce restaurant ne désemplit pas. Nous, on est extrêmement satisfaits qu'il n'y ait plus de viande de porc au Quick et que la viande elle soit halal parce que ça nous permet de consommer
tout ce que le Quick propose, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai des enfants qui n'ont jamais mangé de viande au Quick depuis qu'ils sont nés. Là, ils découvrent tous les sandwichs qui sont proposés par l'enseigne. Donc, Problème, ceux qui ne veulent pas manger halal n'ont pas le choix, d'autant que cela oblige les clients à payer dans le prix de leur sandwich une taxe aux organismes islamiques qui certifient que la viande est halal. De son côté, le maire de la ville préfère botter en touche. C'est une bonne chose tant que la liberté de choix continue à exister sur la ville et sur le centre-ville. Donc c'est une bonne chose parce qu'à 50 mètres de ce Quick, il y a un McDonald's qui, lui, va continuer à proposer des choses traditionnelles non halal. Pour l'instant, la direction de Quick refuse de répondre sur l'expérimentation qu'elle est en train de mener. Il faudra attendre plusieurs mois avant de savoir si le porc sera banni à jamais de la chaîne de restauration rapide. Et le Front National s'indigne à son tour dans un communiqué publié il y a quelques instants. Note que la chaîne Quick appartient à l'État via une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Jean-Marie Le Pen sera donc notre invité tout à l'heure à 19h dans Face à nous. Fort de ses bons résultats, près de 6 milliards d'euros, doublés malgré la crise, BNP Paribas va verser 500 millions d'euros à ses traders cette année. Laurent Fabius propose une contribution particulière des banques pour financer les retraites. Le secteur automobile, lui, connaît toujours la crise, les grands constructeurs, mais aussi les sous-traitants pour lesquels un plan d'aide a été mis en place. Reportage de Marie Brémaud dans une PME installée à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. La réservation pour 2010, on a fait plus 20% par rapport à 2009. Ce qui est quand même aujourd'hui, je pense, quelque chose d'assez intéressant. Une bonne nouvelle pour cette PME spécialisée dans la soufflerie climatique des voitures. Et si le carnet de commandes est plein, c'est notamment grâce à l'achat d'une nouvelle machine qui permettra de tester les voitures hybrides. Un pari sur les nouvelles technologies indispensables à la sauvegarde de cette entreprise touchée par la crise économique, comme tout le secteur de la sous-traitance automobile. Cette machine innovante, disons, va nous permettre d'apporter et d'appréhender une nouvelle part de marché sur des véhicules futuristes, enfin des véhicules du futur plutôt. Il fallait qu'on soit présent pour mettre au point ces véhicules-là dès à présent. Sans cette machine, c'était une fin proche de l'entreprise qu'on n'aurait pas pu mettre à disposition de nos clients un outil performant. Ce nouveau matériel que l'entreprise attend avec impatience a été acheté grâce au prêt de la banque publique Oseo. Oseo qui, tout au long de 2009, a aidé plus de 1800 entreprises du secteur pour un total de 708 millions d'euros. Oseo a apporté un soutien en garantie de trésorerie. Nous ne le faisions pas jusqu'alors. Il s'agissait donc de prendre sur notre dos une part du risque que les banques ne voulaient pas prendre. Donc les banques étaient réticentes pour accorder des soutiens de trésorerie aux entreprises à filière automobile et Oseo a accepté de prendre ce risque, donc de partager avec les banques le risque. Malgré l'aide publique, l'année 2009 fut très difficile pour le secteur de la sous-traitance automobile. 35 000 emplois ont été supprimés. Entre 40 000 et 50 000 postes seraient toujours sur la sellette. Voilà des chiffres qui ont été communiqués aujourd'hui lors d'un colloque qui s'est tenu au Sénat. Les vins français ne se sont jamais aussi mal exportés. Et cela depuis 10 ans. Une dégringolade en chiffre d'affaires et en volume, selon les statistiques, dégringolade constatée également pour les spiritueux. La suite du 18h, les derniers sondages commentés sur les régionales, les bisbilles qui empoisonnent la campagne du MoDem et puis la polémique Marilus Panchard. Mais d'abord, retour à Haïti. C'est aux Haïtiens de définir leur projet national après le séisme qui a dévasté le pays, a fait valoir tout à l'heure Nicolas Sarkozy à Port-au-Prince. Le tremblement de terre a fait au moins 217 morts, mais ce bilan n'est que provisoire. Certains observateurs avancent des chiffres encore plus dramatiques. Sandra Cerquera. Des réfugiés sous des tentes de fortune au milieu des ruines, d'autres toujours sans abri. C'est le quotidien de centaines de milliers de personnes un mois après le séisme. Un bilan fait état de 217 000 morts. Pour ce médecin, présent sur place la semaine dernière, ce chiffre pourrait doubler à cause de l'arrivée précoce des pluies tropicales. Elles vont faciliter la survenue d'infections avec un risque indiscutable d'épidémies de type typhoïde, choléra, gastroentérite. Ces infections elles-mêmes vont aggraver la situation sanitaire de toute cette population qui est en déshérence.
Sans compter que ces pluies vont faciliter l'écroulement du peu de bâtiments qui ont résisté à la catastrophe, entraînant de nouvelles victimes. Lundi, 4 enfants ont trouvé la mort suite à l'effondrement de leur école. Une situation aggravée par les répliques de secousses. Difficile donc de parler de reconstruction. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un deuxième drame qui va être un petit peu plus sournois. En plus, les gens ne peuvent même pas se raccrocher à une administration, à un gouvernement qui pourrait les aider. Taxée d'inefficace par la population, l'équipe gouvernementale verra bientôt son mandat arriver à terme. Certains recommandent déjà un gel total des élections pour réserver les financements à la reconstruction. Invité du 18h, Francis Charon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Fondation de France. Est-ce que vous redoutez, d'après vos informations, une seconde catastrophe humanitaire, comme on vient de le voir ? Écoutez, je crois qu'il est toujours difficile de dire qu'il va y avoir des deuxièmes, troisièmes catastrophes humanitaires. On dit doubler les morts, ça me paraît être un peu excessif. On sait qu'il va y avoir des difficultés parce qu'il y a la saison des pluies. On sait que dans la saison des pluies, il y a des infections, il y a des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de personnel médical sur place. D'ici la saison des pluies, les médicaments vont continuer à arriver. Je crois qu'il faut se mettre dans une vision plutôt positive des choses, mais en sachant qu'il y a énormément de travail dans une situation très complexe. Il ne faut pas nier non plus les difficultés et les réalités. Non, mais le travail, il est face aux réalités. Mais je veux dire, c'est toujours hasardeux de citer des chiffres comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que la question des abris est une question très importante. 1 million de personnes n'ont pas de toit. Il y a, oui, des centaines de milliers de gens n'ont pas de toit ou ont des conditions sanitaires qui sont mauvaises parce qu'il y a des questions de latrines qui se posent, bien évidemment. Toutes ces questions sont en train d'être traitées. C'est très long, c'est très compliqué. J'espère que la mobilisation de tout le monde va nous permettre d'y arriver. J'y vais samedi pour me rendre compte par moi-même et voir les équipes qu'on a financées et de voir comment avance le travail. Voilà. La mobilisation de tout le monde. Alors bien sûr, les équipes de sauveteurs sont sur place, elles font un boulot formidable. Mais les Français, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils ont répondu suffisamment aux appels aux dons? Oui, quand je dis la mobilisation de tout le monde, je dis la mobilisation de tout le monde en France et à l'étranger. À Haïti, la mobilisation de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les Haïtiens parce qu'il y avait beaucoup de collectivités, de groupes qui déjà existaient, qui faisaient des choses, donc il faut les retrouver au niveau des villages, au niveau d'un certain nombre d'établissements, donc il faut travailler avec eux. Et la mobilisation des Français doit continuer. C'est vrai qu'elle a un peu baissé puisque aujourd'hui les dons n'affluent pas comme ça l'a été au début. Mais devant une catastrophe comme ça, on sait que les besoins seront très importants. Très bien. Donc vous relancez un appel Oui, on n'a pas arrêté d'appeler sur notre site internet. Site internet, d'ailleurs, on explique pourquoi il faut continuer à donner pour Haïti. C'est une chose importante. Vous avez cité les chiffres sont extraordinaires. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Français non plus qui sont là-bas. Il y a d'autres pays, d'autres organisations. Mais justement, Mais il y a un travail de coordination qui se fait, qui est en train de fonctionner plutôt pas trop mal, de ce que je sais. Maintenant, c'est l'arrivée des gros besoins, c'est-à-dire des milliers de tentes qui sont nécessaires. Et là, on rentre dans une logistique qui est très très lourde. Bien sûr, vous dites qu'il y a d'autres pays, on pense bien sûr aux États-Unis. La puissance américaine s'est déployée très vite. Est-ce que tout seul, sans nous, il pourrait y arriver? Je suis pas sûr qu'un pays puisse arriver à reconstruire un autre pays. C'est pas son travail. Et je pense qu'ils ont aidé à faire marcher l'aéroport. Ils ont apporté de la logistique. Il y a les Anglais qui apportent des choses de façon importante. Les Français apportent des choses. Et je crois que dans des catastrophes comme ça, on l'avait bien vu dans le tsunami qui était extrêmement important, c'est la cohésion entre tous les pays sur des objectifs qui sont des objectifs humanitaires qui permettent de s'engager non seulement sur l'immédiat, mais sur la reconstruction. Et il y a aussi dans ce discours que vous tenez ce soir des objectifs politiques. Il ne s'agit pas de laisser le monopole à un seul pays, en l'occurrence les États-Unis. Écoutez, moi je suis pas dans la politique. Tout ce que je sais, c'est qu'on a à soutenir des équipes, qu'on essaye de le soutenir. Les Français nous ont fait confiance en nous confiant leur argent. Ce que je peux leur dire, c'est qu'on ne pourra pas agir partout parce que 24 millions, 25 millions pour la Fondation de France, 50 millions ou 60 millions pour l'ensemble des organisations. Devant l'ampleur, je crois qu'il est important qu'ils sachent qu'on ne sera pas partout, mais que là où on sera, on fera au mieux.
Très bien. Et vous repartez sur place, donc vous y allez-vous pour la première fois? Moi, j'y vais pour la première fois, mais mon responsable des actions internationales y est allé la première semaine, et donc ça nous a permis de cadrer les aides d'urgence immédiates, puisque dans la première semaine, on a donné 6 millions. On va ouvrir un bureau de liaison d'information sur place, et on soutient 11 organisations. Ça permet de soutenir des dizaines de milliers de personnes. Et puis il faut, j'imagine, renouveler les équipes qui sont épuisées. Alors ça, c'est les organisations qu'on soutient qui ont ce travail à faire. Nous, on a regardé les meilleurs projets, soutenir les meilleurs projets et s'inscrire dans une continuité, surtout comme on le sait, il y a l'immédiat, tout est urgent, mais il est aussi urgent de penser à l'avenir et déjà de penser aux récoltes, de s'occuper des enfants, retourner à l'école, toutes ces sortes de choses qui sont moins visibles, certes, mais qui sont tout aussi importantes pour l'avenir. Il y a des chantiers très, très divers. C'est des chantiers divers. C'est un pays qui est totalement détruit dans une de sa partie sud, et on le voit bien, dans la partie touchée, on le voit bien, et donc là, les photos, les films que vous avez montrés, la ville est totalement détruite, mais il y a plein d'autres villes autour. Oui. Et donc là, on a des rapports avec des collectivités, avec des groupes locaux, et des gens qui sont là surtout depuis très longtemps, et je crois qu'il faut leur rendre hommage du travail qu'ils font. Oui. On peut adresser ces dons directement à la Fondation de France. On peut adresser ces dons notamment à la Fondation de France. C'est tout simple, on rappelle, je ne sais pas. C'est la boîte postale 22 75 008, ou bien Opération Haïti, bien sûr, ou bien sur le site internet, ce qui est tout simple. À trouver, bien sûr, fondationdefrance.fr. Francis Charon. .org. Voilà, merci Francis Charon. Merci beaucoup. Suite du 18h, séquence décodage et bien sûr, spéciale élection régionale. Ne bouge pas. Plusieurs invités vont nous rejoindre dans un instant. Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. François Calfon, qui est le responsable des sondages et des études d'opinion au Parti Socialiste. Frédéric Dabi, directeur à l'IFOP, institut qui place à son tour le MoDem dans de basses eaux, 5%, un score qui participe d'un désenchantement général. Les désaffections se multiplient en effet. Daniel Cohn-Bendit, il y a quelques jours, a comparé le MoDem aux déchets nucléaires. Fureur, vous l'imaginez, de Marielle de Sarnez, que l'on retrouve dans ce reportage signé Vanessa Némé. Dans la maison mère de la rue de l'Université, le MoDem ne perd pas ses couleurs. Fidèle parmi les fidèles, Marielle de Sarnez, elle veut rester confiante et cultiver un certain optimisme. Le MoDem va très bien, vous voyez, vous venez d'entendre quelqu'un qui a un projet formidable. Moi, je me préoccupe du fond. Alain Dolium, tête d'affiche de François Bayrou en Ile-de-France, n'a cure de ces défections qui touchent son parti. Nous sommes un mouvement politique qui a pu obtenir 1500 candidats sur les 22 régions. Est-ce que vous pensez qu'un parti politique mal en point est capable de faire cela ? Pourtant, les chiffres sont têtus. Accrédité de 4 à 5% des intentions de vote, le parti de François Bayrou peine à rassembler ses partisans. Dernière défection en date, celle d'Antonio Duarte, qualifié par le parti de minoritaire et défaillant dans son travail. L'ex-cadre parisien qui vient de déposer une liste concurrente en Ile-de-France s'en défend. Depuis 2 ans, à la fois la démocratie interne, mais effectivement, n'a pas été clairement respectée. Aujourd'hui, l'écologie est une valeur qui a été sacrifiée. C'est devenu simplement une écurie présidentielle. Mais au sein même du parti, les dissensions et les critiques se multiplient. À l'instar de Corinne Lepage, la vice-présidente du MoDem dénonce une mauvaise stratégie au régional. Ça ne va pas, c'est clair, tout le monde peut le constater. Moi, je plaide depuis des mois et des mois pour un rapprochement entre les démocrates et les écologistes. Ça n'a pas pu se faire, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de troisième voie puissante en France. Malgré les dissensions, le MoDem a déposé une liste dans toutes les régions, toutes sauf une, le Languedoc-Roussillon, où aucune consigne de vote n'a été donnée pour le premier tour. Voilà, tous nos invités sont là, Hervé Mariton, François Calfon et Frédéric Dabi. On parle d'abord de votre dernier sondage, Frédéric, que publie Paris Match demain. J'ai regardé les chiffres. Il y a une accentuation manifestement de la bipolarisation avec les deux grands partis qui continuent de grignoter et qui sont au coude à coude. Voilà, ça progresse du côté du PS, ça progresse du côté de l'UMP. Le rapport de force reste quand même très favorable à la gauche qui atteint 50% contre 39,5% pour la droite et
encore moins pour la droite parlementaire qui est en dessous du score qu'elle avait lors des élections régionales de 2004, ce qui n'est pas très bon comme indicateur. Ce qui est intéressant, c'est ce phénomène de bipolarisation qui s'exerce à gauche au détriment d'Europe écologique. 11%, on le voit, c'est son score le plus bas depuis qu'on le teste. Il y a en fait d'un côté le PS qui capitalise sur le bilan de ces 20 présidents de région sortants, sur la notoriété des têtes de liste. Et il y a peut-être un doute au sein d'électeurs d'Europe écologie sur la capacité des candidats à devenir président, à gérer les exécutifs régionaux. C'est pas un effet de vote utile, c'est un effet de vote de crédibilité qui joue à plein en faveur du PS. Bon, alors on se souvient que Cécile Duflot, Monsieur Calfon, voulait s'emparer de plusieurs régions, bien sûr, au détriment du Parti socialiste. On verra ce qu'il en advient de cette ambition de la patronne des Verts. Les autres listes, Frédéric Dabi. On a certes l'UMP qui progresse par rapport à notre mesure précédente, qui passe de 27 à 29,5, mais l'UMP a toujours dans la perspective du second tour un problème, je dirais, d'arithmétique électorale. D'un côté, de faibles réserves de voix, de l'autre, un Front National qui, s'il se situe à 9 dans cette enquête au niveau national, très faible. C'est en déclin par rapport au score des élections régionales. On compare toujours un score par rapport à l'élection précédente. Mais 9, c'est quand même suffisant pour que dans 8 à 12 régions, on va dire, le Front National puisse se maintenir au second tour, donc bloquer des votes de droite et empêcher l'UMP de capitaliser au second tour. Et Jean-Marie Le Pen réagira tout à l'heure, puisqu'il sera notre invité à 19h dans Face à nous. On a posé la question, en tous les cas, sur le site de notre partenaire nouvelobs.com. Faites-vous confiance aux sondages sur les régionales? Écoutez bien, ça n'a pas la valeur statistique d'un sondage, mais tout de même, oui, 21% seulement. Alors c'est vrai que les sondages régionaux, Frédéric Dabi, je ne parle pas là du sondage d'ampleur nationale, comme celui que vous venez de présenter, mais les sondages régionaux sont souvent contradictoires. Exemple, le Languedoc-Roussillon. François Calfon, bonsoir. On a vu ce matin à la une du Figaro notamment, mais également du Midi Libre, un sondage Opinionway qui montre que votre candidate officiellement investie, Hélène Mandroux, est éliminée dès le premier tour. Alors j'ai vu que vous aviez commandé justement un sondage à l'IFOP. Vous savez, je crois que la région Languedoc-Roussillon, c'est la région qui a été la plus testée depuis le début de cette campagne. Vous avez d'autres résultats, vous? On a eu d'autres résultats, et les résultats de manière constante donnent Hélène Mandroux devant Monsieur Roumégas, mais nous ne sommes pas en querelle avec... Écologiste. Oui, d'Europe Écologie, nous ne sommes pas en querelle avec Europe Écologie, bien au contraire, nous souhaitons avancer de manière commune pour proposer une autre conception de la gauche que celle incarnée par Monsieur Frêche. D'accord, mais notons que les écologistes... Alors, il y avait en tout cas, que cette haute conception est indispensable. Je ne vais pas me mêler des affaires de la gauche à sa place, mais je veux juste rendre compte d'une expérience. J'étais en 2005 rapporteur de la commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale à l'Assemblée nationale après l'explosion de la fiscalité régionale dans les régions passées à gauche. Et nous étions allés auditionner à Montpellier Georges Frêche. Et je veux dire que la séquence me laisse un très mauvais souvenir. Premier tiers-temps, il nous avait fait rigoler, réellement, parce que l'homme a du talent, il a de l'humour et il sait emporter son public. Deuxième tiers-temps, on avait ri jaune. Et troisième tiers-temps, on s'était repris et on avait été scandalisé par ses propos. On avait été scandalisé par ses propos, par les mises en cause qu'il exprimait et par sa manière de faire. Mais je dois à l'honnêteté de dire que pendant le premier tiers-temps, on avait rigolé. Et je comprends parfois qu'il puisse entraîner ses publics. Mais de cela, il faut se méfier. Est-ce que c'est le propre des démagogues de faire rire son public d'abord? Voilà. Alors justement, moi je crois qu'il faut dire les choses. À quoi ça ressemble une conception de la politique où on va stigmatiser un individu, faire rire sur une catégorie du public, on va jouer la problématique des petits contre les gros. Nous, ça ne fait pas partie du code génétique de notre formation politique de fonctionner comme ça. Ensuite, Hélène Mandroux est maire de Montpellier, elle est plutôt appréciée, ça on a pu le mesurer au cours des différentes études que nous avons pu faire. Et donc la campagne débute réellement auprès des électeurs, même si nous... pour Raymond Couder, tête de liste UMP, qui est un excellent candidat. Monsieur Calfon, je vous arrête parce qu'on était là pour parler aussi des sondages. Vous commandez vous-même vos sondages. À l'UMP, il en va de même. Vous ne faites pas confiance à ceux qui sont publiés dans les journaux. Mais vous savez, des fois, il y a des choses très compliquées. Il y a eu une commission des sondages qui s'est réunie. Il y a des sondages publiés et puis il y a des questions qui sont posées dans le cadre de ces sondages publiés par des partis politiques. Bref, nous faisons confiance à cette profession des sondeurs. Mais confiance n'est pas à
aveuglement. Vous êtes son client, Frédéric Dabi. Confiance n'est pas aveuglement. Il y a intention et il y a décision. Et le métier des politiques, c'est d'avoir des convictions. Et d'ailleurs, si nous avons décidé ce que nous avons décidé en Languedoc-Roussillon, ça n'est pas sur la foi des sondages, mais sur la foi des convictions. Et ensuite, nous avançons et nous, quelque part, transformons l'essai par notre pratique politique. Un mot à M. Dabi pour répondre. Je réponds. Brièvement, Déjà, et ensuite on parle de politique de l'autre côté. Bah oui. Hein, Hervé Mariton est là. Allez-y. Déjà, une des forces des instituts de sondage français, je dirais l'indépendance. Contrairement à ce qui se passe par exemple aux États-Unis où un institut travaille pour les Républicains, un autre pour le Parti démocrate, en France, l'IFOP travaille pour de très nombreux partis politiques, du PC à la droite, absolument pas. Les peut-être différences de rapport de force observées dans les deux sondages sont peut-être faites au fait qu'on ait une gauche éclatée, qu'il y a une grande volatilité des voix entre différentes forces de gauche. Alors l'IFOP est encore dans l'actualité parce qu'il y a un autre sondage que publiera également Paris Match demain. Question, qui préférez-vous entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin? Vous avez vu ça, Hervé Mariton, un sondage donc de l'IFOP. 57% pour Dominique de Villepin. Est-ce que c'est une simple humeur ou vraiment des intentions de vote? Mais moi j'aime bien Dominique de Villepin, donc je suis tout à fait heureux en phase avec cette pour majorité. lui et avec lui de ce qu'il soit là en tête. En même temps, il y a un piège dans lequel je ne tomberai pas. C'est que d'évidence, dans ce chiffre-là, il est à craindre aujourd'hui. Je rêverais qu'il en fût différemment, mais il est à craindre qu'il y ait un certain nombre d'électeurs qui ne voteraient pas Villepin aux élections. Moi, je constate, y compris dans ma circonscription dans la Drôme, où je suis le député d'une circonscription assez contrastée, des coins qui votent plutôt à droite et d'autres qui, de mon point de vue, votent encore trop à gauche. Mais il faut corriger tout ça. On y arrive. Mais d'électeurs, y compris d'élus engagés à gauche, qui me disent plein de choses très aimables et qui disent plein de choses très aimables pour Dominique de Villepin, je ne suis pas sûr que tout ça, ça fasse des électeurs le jour de l'élection. Donc je méfie de ça. Et deux, les amis de Villepin, on a un socle qui est très clair aujourd'hui. Un, le rassemblement. Et si on est capable d'aller au-delà des frontières de l'UMP, tant mieux. Parce qu'on voit bien, qu'on fait le sondage des régionales il y a un instant, que l'UMP réduite aux acquets, ça ne suffit pas. Mais deux, on ne joue pas à qui perd gagne et on n'est pas là pour se faire manipuler par la gauche. La polémique du jour, elle concerne quelqu'un qui occupe la place au gouvernement que vous avez justement occupé quelques mois, à la fin du gouvernement Villepin. Hervé Mariton, c'est Marie-Luce Panchard. Ses propos lors d'un meeting aux Abîmes, c'était samedi soir à la Guadeloupe, font sensation. On réagit très vite derrière, mais d'abord, on les écoute. Nous en sommes à une enveloppe plus de 500 millions d'euros aujourd'hui pour l'outre-mer et ça me ferait mal de voir cette manne financière quitter la Guadeloupe au bénéfice de la Guyane, au bénéfice de la Réunion, au bénéfice de la Martinique, parce que même si je vis en métropole, mon cœur est ici, il restera ici et je n'ai envie de servir qu'une population, c'est la population guadeloupéenne. Alors, voilà une ministre qui dit qu'elle n'a envie de servir qu'une seule région, la sienne. Le Parti Socialiste demande sa démission. Absolument, c'est la politique des clientèles. Alors, il y a les clientèles un petit peu au profit de l'argent, on l'a vu avec le bouclier fiscal. Il y a les clientèles, une certaine dérive de la politique dans les dom-toms. Nous, on souhaite, et c'est le sens du voyage de Martine Aubry à La Réunion, réintégrer complètement les dom-toms dans la République. D'accord. Alors, le Parti Socialiste, dans les régions dont il a la charge aujourd'hui, outre-mer comme en métropole, démontre un talent clientéliste invraisemblable. Donc franchement, pas de leçon là-dessus. Marie-Luce Panchard. Le propos de Marie-Luce Panchard est indiscutablement maladroit, mais je veux dire, attendez, je veux dire, il est maladroit et il mérite pour le moins d'être corrigé. Mais je veux dire que Marie-Luce Panchard est, hormis ce propos, un bon ministre de l'Outre-mer et qu'elle a mené ces derniers mois une action de qualité dans l'ensemble de l'Outre-mer et je veux que ce propos soit corrigé par une action qui soit réellement au service de l'ensemble de l'Outre-mer dans la République. J'ai une grande liberté de parole. Je suis capable de dire sur cette fonction ministérielle comme sur d'autres quand les choses sont mal faites, mais Marie-Luce Panchard depuis des mois fait plutôt un bon boulot, je souhaite le dire, et que cette maladresse évidente et cette erreur, c'est évidemment une maladresse. Oui, et le mot est probablement faible. Mais vous êtes très bienveillant. Mais que cette faute n'enlève pas la qualité de son travail ces derniers mois, et je souhaite qu'elle puisse démontrer dans les mois qui viennent qu'elle continue de faire un bon boulot. Vous êtes le plus bienveillant des vilpinistes sur ce dossier-là, Hervé Mariton. On voit Brigitte Girardin qui est très sévère, qui déclare l'intérêt général ne se divise pas. Il y a des appels à la démission. C'est évident que l'intérêt général ne se divise pas. Pas seulement Patrick Balkany, également l'intérêt général ne se divise demande sa pas. démission. Et Brigitte Girardin, qui a aussi qui a été un très bon ministre de l'Outre-mer, est légitime à dire cela. C'est une maladresse, c'est une faute.
ça n'efface pas la qualité du travail de Marie-Luce Panchard jusqu'à présent, si je peux me permettre. On la vire pas, comme dit Patrick Balkany. Je ne suis pas encore président de la République, c'est pas moi qui nomme ou qui vire les ministres. On fonctionne pas à la sanction, mais moi je constate franchement une certaine dérive de la politique en morcelant la République, et là clairement on morcelle la République. Quant au bilan des régions, Monsieur Mariton, y compris Kéran en Rhône-Alpes, applique le bon principe auquel vous appelez. Monsieur Mariton, les Français le disent, le répètent pendant toutes les enquêtes, ils sont plutôt satisfaits. Il n'y a pas que M. Frêche qui fait les clientélistes. Demandez aux autres présidents de région de gauche. Il va falloir qu'on se sépare. Kéran en Rhône-Alpes et d'autres. Ça devrait s'animer à nouveau à partir de 19h, puisque Jean-Marie Le Pen sera sur ce plateau pour Face à nous. Messieurs, bonsoir. Merci de votre participation à cette édition. Avant 19h, c'est Leader, le rendez-vous de Gérard Bonos. Son invité, c'est le directeur général de Groupama, Monsieur Jean Assema. En pleine crise économique, jamais sans doute les combats sociaux n'ont été aussi nombreux et aussi rudes. Comment les salariés peuvent-ils se défendre lorsqu'ils ont affaire à des patrons voyous ou à des fonds de pension qui n'ont en tête que le mot rentabilité? C'est le thème du docu-débat où nous allons suivre la bataille des anciens Samsonites avec le film Liquidation Totale. Élise Lucet présente Le Débat, dimanche à 10h sur Public Sénat. Il s'agit de conscience, il s'agit de morale, il s'agit de cœur et je place tout ça au-dessus de la convocation à Matignon, quoi. Vous voyez ? Elle est rebelle et ne craint pas, dit-elle, de se faire virer. Cette semaine, nous vous proposons de déshabiller en tout bien, tout honneur Ramayad, la ministre la plus populaire du gouvernement, que nous avons fait réagir à une série d'extraits et d'images. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. S'il y a un véritable mal français, c'est sans nul doute notre capacité à idéologiser tous les défis qui se présentent à nous. Et le dossier des retraites en est la plus parfaite illustration. Entre cris d'orfraie, arrière-pensée, rapport de force, croyez-moi, on n'est pas sorti si vite de l'auberge. Alors dans ce contexte, les assureurs vont finir par être au cœur du dispositif, sans compter le dossier sur la dépendance, celui du financement de la santé, et j'en passe. Alors raison de plus pour recevoir le patron d'une des plus importantes compagnies d'assurance, compagnie où d'ailleurs il a fait toute sa carrière et qu'il dirige depuis 2000. C'est dire s'il connaît les dossiers, tous les dossiers. Jean Assema, le directeur général de Groupama, est l'invité de Leader cette semaine.